Le ciel est plein de mystères. À travers toute l'Europe et depuis des décennies, des organismes gouvernementaux enquêtent secrètement sur des objets volants non identifiés. On nous a caché, et on nous cache encore, beaucoup de choses au sujet des ovnis. Les gens restent très réticents quand il s'agit d'aborder ce sujet. Pour la première fois, nous avons rassemblé les signalements et témoignages recueillis sur tout le continent. C'est exactement l'hypothèse qui est envisagée dans Rencontre du troisième type. Certains experts affirment que la plupart des phénomènes ont une explication rationnelle. Même l'observation d'ovnis la plus spectaculaire peut avoir une explication très terre-à-terre. Mais certaines manifestations défient encore notre entendement. C'était très étrange. Ça ressemblait à de la toile d'araignée. S'agit-il de visiteurs venus d'ailleurs ou de phénomènes naturels? Les gouvernements européens en savent-ils plus que ce qu'ils affirment? Les réponses se trouvent peut-être dans les dossiers secrets des ovnis d'Europe. Depuis des décennies, de nombreux gouvernements européens archivent des rapports d'observation d'ovnis. À ce jour, une poignée de ces incidents demeurent inexpliqués. Une étrange pluie de filaments blancs qui tombe sur une ville du Portugal. Des lumières blanches aveuglantes qui immobilisent une voiture sur une route déserte au Danemark. Et un pilote de ligne qui rencontre un objet stupéfiant lors d'un simple vol commercial. On a réalisé que ça ne pouvait pas venir de la Terre. Il s'agit bien d'un ovni. Coulommiers, à l'est de Paris, le 28 janvier 1994. À 60 km de Paris, un vol Nice-Londres qui compte 24 passagers à bord découvre un spectacle incroyable. Un gigantesque objet marron qui flotte dans l'air à plusieurs kilomètres de l'appareil. Cet incident est l'un des cas les plus convaincants pour la France. Il s'agit bien d'un objet non identifié et il est dûment archivé comme tel. Quand c'est un pilote expérimenté d'une compagnie réputée qui rapporte une observation d'OVNI, ça donne davantage de crédibilité à l'événement. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Rien à voir avec ce que j'avais vu avant. C'était complètement différent. On a réalisé que ça ne pouvait pas venir de la Terre. Leslie Keane, journaliste et écrivain, a rencontré le témoin Duboc en 2007. Jean-Charles Duboc était aux commandes d'un avion d'Air France. Son copilote était à ses côtés. Il était environ 13h15. Duboc a des souvenirs très précis de l'événement. Le temps était clair. On avait plus de 100 nautiques de visibilité. Le steward est venu nous apporter un café dans le cockpit quand il a vu cet objet. Je l'ai identifié comme un avion en virage. Il avait une inclinaison de 45 degrés, ce qui est plutôt dangereux. Je me suis dit que l'avion allait décrocher. Les contours sont flous et indistincts, mais l'OVNI semble se déformer en V. Cependant, ce dernier semble maintenir une distance de 45 km par rapport à l'avion. C'était absolument gigantesque, dans les couleurs rouge-marron, avec des contours flous et totalement immobile dans le ciel. J'ai réalisé qu'il était au-dessus de Paris. Ça m'a énormément surpris, évidemment. On l'a vu devenir transparent et disparaître. Il s'est volatilisé sans bouger. C'était incroyable. Vraiment.
Ils ne l'ont pas quitté des yeux pendant environ 1 minute. Ça peut sembler assez court a priori, mais c'est très long quand on fixe quelque chose. Duboc et son équipage prennent immédiatement contact avec le contrôle aérien pour savoir si cet objet apparaît sur les radars. On leur a demandé s'ils avaient un contact à cette position. Et on leur a fait une description de l'objet. Apparemment, ils n'avaient rien sur leur radar. Ça n'est pas allé plus loin et on a continué notre vol. Le vol se poursuit sans encombre jusqu'à Londres. Il n'y avait rien de plus à faire. L'événement a été en quelque sorte oublié. La réglementation aérienne stipule qu'à l'atterrissage, le pilote doit rendre compte de toute quasi-collision. Mais le commandant Duboc décide de ne pas le faire. Pendant 3 ans, je n'ai pas fait de rapport. Aucun rapport écrit. À Air France, les ovnis sont un sujet tabou. Et j'ai absolument refusé d'en parler. Quelques 3 ans plus tard, en février 1997, le commandant Duboc tombe sur un article dans Paris Match qui le fait changer d'avis. L'article décrit une série d'observations d'ovnis inexpliquées en France, y compris la sienne. Le magazine révèle que non seulement le contrôle aérien a rapporté l'incident, même si Duboc et son équipage s'en sont abstenus, mais plus important, Duboc découvre que les radars militaires ont bien repéré un ovni ce jour-là. Le CODA, le Centre d'opération de défense aérienne, avait une identification radar. C'était très étonnant. C'est pourquoi j'ai fait un rapport à la gendarmerie. Si vous avez un contact radar, c'est qu'il y a effectivement quelque chose. La police ouvre une enquête. Les recherches n'aboutissent pas et le dossier est fermé 5 mois plus tard, laissant au service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique le soin des investigations. Ce service de pointe est une spécificité française. Il est intégré à leur équivalent de la NASA et analyse toutes les observations d'OVNI depuis 1979. Le service est dirigé par un enquêteur expérimenté, Jean-Jacques Velasco. C'est lui qui découvre que les radars militaires ont pu repérer l'OVNI car ils sont plus puissants que ceux dont dispose le contrôle aérien à l'époque des faits. Donc là, ce sont les données militaires qui nous ont permis de valider cette enquête. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a pu confronter le témoignage de l'équipage avec les données radars. Les données radars semblent corroborer les observations de l'équipage d'Air France. Ça, c'est notre route vers Londres. Ça, c'est Coulommiers. Et sur le radar, l'objet était ici. L'équipage, donc le commandant et son adjoint, vont dire que lorsqu'ils ont vu disparaître l'objet, les contours de l'objet sont devenus flous et il a disparu. Effectivement, au niveau du radar, s'arrête exactement au moment où ils décrivent la disparition de l'objet. Quand vous avez un cas de contact radar et que les enregistrements confirment la matérialité d'un objet observé par des témoins crédibles et fiables, c'est important. L'existence des données radars conforte Duboc dans sa conviction qu'ils ont bien vu quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Même s'il admet qu'avec le temps, il se souvient moins bien des détails. C'est vrai que j'ai écrit ce rapport 3 ans après. Il est possible qu'il y ait des écarts par rapport à la réalité. Je l'admets. Mais avec une marge d'erreur de 10 ou 20%, nous sommes certains qu'il y avait quelque chose dans le ciel. Quelque chose d'énorme. Et venu d'ailleurs. Quelle autre explication à ce mystérieux objet? Est-il possible que l'équipage ait simplement mal identifié un avion civil volant à proximité? Bien évidemment, c'était très particulier l'endroit où s'était passée l'observation, parce que l'objet était à la verticale de Paris. Et vous savez très bien que la capitale de la France, comme d'ailleurs Londres ou n'importe quelle capitale des États-Unis, entre autres, ne peut pas être survolée par des avions, sinon la chasse intervient tout de suite. L'objet était-il un appareil militaire? À cette époque, de nombreux essais d'avions expérimentaux sont lancés à travers le monde.
En avionique militaire, on a parfois des profils aérodynamiques très inhabituels. S'agissait-il d'un nouveau modèle d'avion qui volait pour évaluer son comportement aérodynamique? Il est fort probable que les autorités militaires n'auraient jamais reconnu qu'un appareil militaire s'était autant approché d'un avion civil. Il y a une hypothèse alternative. Un ballon-sonde météorologique a été lancé à 80 km de là, de l'autre côté de Paris, à 12h18, environ 60 minutes avant l'observation. Le mystère est-il enfin résolu? Les pilotes ont-ils pu prendre le ballon pour un ovni? Le météorologue Thomas Schaffernacker pense connaître la réponse. Ils ont vu une forme ovale à l'horizon, de couleur rouge-orange. Puis c'est devenu un triangle. Les ballons météo sont de couleur rouge-orange. L'appareil volait à une altitude d'environ 35 000 pieds. C'est la limite de la plupart des ballons météo. Arrivés à cette altitude, ils explosent. Avant d'exploser, ils se dilatent énormément. Parce qu'en haute altitude, la pression atmosphérique est beaucoup plus faible. Voici mon hypothèse. Imaginez le latex qui éclate et qui prend une forme de V poussée par le jet stream. Le latex ne va pas simplement tomber au sol. Il va être transporté par des vents violents sur une certaine distance dans l'atmosphère. On lance des ballons météo sans arrêt dans le monde. Alors oui, ça pourrait être un ballon météo qui aurait été lancé à proximité immédiate de l'avion d'Air France. Mais cela dit, la procédure normale est d'aviser les aviateurs de tout lancement imminent. Il est possible que cet appareil n'ait pas entendu ces avertissements, mais c'est peu probable. Ça me fait rire. Non, ça n'était pas un ballon météo. En voyant cet objet, on a compris que ce n'était pas un ballon météo. Ça n'avait rien à voir. C'était véritablement gigantesque. On a vu tout de suite que ce n'était rien de connu. C'était un objet non identifié. Et les ballons météorologiques, ce sont des petits ballons en néoprène. Le pilote a indiqué que l'objet était de la dimension du petit doigt. Et le petit doigt à 40 km, c'est quand même 300 mètres. Ce qui ne pouvait pas du tout correspondre à un quelconque ballon. Et l'hypothèse du ballon a été évacuée. Certains ont dit que c'était une hallucination. Mais une hallucination, ça touche une personne, pas trois. Il y avait bien quelque chose. Et ce n'était pas un ballon. Pas un ballon de 300 mètres. Cette observation n'a tout simplement pas d'explication scientifique. Pendant des décennies, l'armée de l'air et les renseignements militaires danois ont suivi avec attention les observations d'OVNI. L'une d'elles reste difficilement explicable. Je suis sorti et j'ai regardé ce gros objet au-dessus de ma voiture. J'ai eu très peur. Je me suis demandé ce que c'était. C'est exactement l'hypothèse qui est envisagée dans Rencontre du troisième type. Et étrangement, elle rappelle un incident assez semblable qui s'est produit 25 ans auparavant. C'est la toute première fois qu'une personne crédible se manifeste. Péninsule du Jutland, Danemark, le 29 septembre 1995. Il est environ 21h30 un vendredi soir. Klaus Lundholm, étudiant infirmier de 24 ans, est seul au volant de sa voiture. C'était une belle soirée et j'étais tout seul dans ma voiture avec mon chien. Je lui ai dit de s'asseoir et de se tenir tranquille. L'ufologue Pia Knudsen a étudié ce cas. Son chien a commencé à s'agiter sur le siège arrière. Il n'arrivait pas à le calmer. Soudain, tout se détraque dans la voiture. Les essuie-glaces et les phares marchaient par à coups. L'alimentation et l'électronique de bord sont brusquement tombées en panne. Lundholm remarque que l'horloge du tableau de bord fonctionne bizarrement.
Je ne pouvais pas redémarrer. Et l'horloge digitale du tableau de bord n'affichait que des 8. Tout d'un coup, j'ai senti quelque chose, juste au-dessus de la voiture. Une lumière aveuglante est apparue. Je me suis demandé ce que c'était. J'ai regardé en l'air à travers le pare-brise et j'ai vu une chose énorme, juste au-dessus de ma voiture. Il a déclaré que s'il s'était mis debout sur la voiture, il aurait pu la toucher. C'est dire combien cette chose était près de lui à ce moment-là. J'avais très peur. Je sentais la montée d'adrénaline. Je me suis demandé si ce n'était pas un ovni. C'était un truc absolument énorme. Les lumières tournoyaient, avec des pulsations dans différentes fréquences. Lentement, les lumières de l'objet s'atténuent et il s'éloigne de la voiture pour disparaître derrière des arbres. Klaus Lundholm est tellement sous le choc qu'il ne partage son expérience qu'avec ses amis proches par peur du ridicule. Mais un mois plus tard, il décide d'en parler à une association scandinave de chercheurs d'ovnis. On n'était pas du tout au courant de ce qui s'était passé, jusqu'à ce que certains de ses amis lui demandent de le contacter à la Scandinavian UFO Information. Et nous avons envoyé un enquêteur pour l'interroger plusieurs fois. Ole Henningsen appartient à la Scandinavian UFO Information. Il avait accès au dossier de l'armée de l'air danoise rendu public depuis. Pour lui, ces dossiers n'offrent aucune explication valable. Mais Chris Yates, expert en aéronautique, a une théorie. On a deux hypothèses. C'était soit un hélicoptère, soit une sorte de drone. Ces deux appareils permettent le vol stationnaire. On sait que les hélicoptères de la police embarquent toutes sortes d'équipements, y compris des projecteurs ultra puissants. Quand ils surgissent de nulle part et vous éclairent comme en plein jour au beau milieu de la nuit, vous pouvez avoir sacrément peur. De si près, un hélicoptère aurait dû faire un bruit assourdissant. Or, Lundholm soutient formellement qu'il n'a rien entendu. C'était complètement silencieux. Il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait rien aux alentours. J'ai eu l'impression qu'en montant sur le toit de la voiture, j'aurais pu toucher les lumières. Qu'il n'y ait pas eu de bruit du tout est étrange. Mais le fait que tout se soit brusquement éteint dans la voiture l'est davantage. Klaus avait acheté une voiture d'occasion, mais elle sortait du concessionnaire. Elle était censée fonctionner normalement. Il ne comprenait pas pourquoi le courant s'était coupé d'un coup et que toute l'électronique s'était détraquée. Lundholm affirme que par la suite, sa voiture a de nouveau fonctionné normalement. Ils n'ont pas pu expliquer pourquoi l'horloge n'affichait que des 8. Ils ne savent pas. C'était très intriguant. Quand j'ai redémarré la voiture, l'heure normale était revenue. En étudiant plusieurs observations plausibles d'OVNI, on peut par exemple supposer l'existence d'un champ électromagnétique capable d'interférer avec un moteur de voiture. Les événements bizarres font partie de la vie, mais les gens voient des corrélations là où il n'y en a pas nécessairement. Évidemment, cette explication ne satisfait pas ceux qui sont directement impliqués et qui restent impressionnés et choqués par ce qui leur est arrivé. Le Scandinavian UFO Group est bien en peine de trouver une explication à l'observation de Lundholm. À ce jour, nous n'avons aucune information sur la nature de cet objet ou la cause de ce phénomène. Ils s'aperçoivent cependant d'une chose étrange. Cette observation rappelle un incident survenu un quart de siècle plus tôt. Péninsule du Jutland, 13 août 1970. L'inspecteur Evald Marup va être le témoin d'un événement étrange et inquiétant.
Le policier rentre chez lui, tard dans la nuit. Soudain, sa voiture s'arrête. Son autoradio se coupe, ainsi que le tableau de bord et les phares. Il est ébloui par une lumière intense. Puis la lumière est comme avalée par un objet qui s'éloigne à toute vitesse. La veuve de Maroup, Grete, revient sur les lieux où son mari a vu ce spectacle mystérieux et nous raconte l'incident. Il m'a dit qu'il avait eu un peu peur. Et il se demandait ce qui se passait. Ce qui est intéressant dans cette observation, c'est que le témoin est un policier. Les policiers sont peu enclins aux élucubrations. Ils n'inventent pas de fables pour le plaisir. Ils n'ont pas intérêt à compromettre leur carrière en racontant n'importe quoi. De retour au commissariat, Evald Maroup brave l'incrédulité et les moqueries de ses collègues et raconte ce qu'il a vu. Personne n'a pu avancer d'explication. Il y en a même un qui a dit que ça relevait de la psychiatrie et que le médecin du travail devrait le faire enfermer. C'était un homme sérieux, un inspecteur de police, qui a déclaré « J'ai vu ce phénomène ». C'est la toute première fois qu'une personne crédible se manifeste, qu'un inspecteur de police raconte qu'il a vécu une expérience pareille. Il est complètement idiot de penser que parce qu'un inspecteur de police est un témoin crédible, il a un don inné pour reconnaître des vaisseaux extraterrestres non identifiés quand il voit quelque chose de bizarre dans le ciel. En l'occurrence, ce type a simplement déclaré qu'il avait vu quelque chose d'étrange et il a fait un rapport aux autorités, au cas où ça concernerait la sécurité nationale. Pourtant, un service officiel prend cette histoire au sérieux. L'armée de l'air danoise lance une enquête, car Maroup a des preuves tangibles de son témoignage, des photos de l'OVNI. À un moment, il a déclenché son appareil photo de service et il a pris 3 clichés de l'objet en question, juste avant qu'il ne disparaisse. Une fois la lumière disparue, les phares se rallument et les photos suivantes ne montrent que la route déserte. Sur ces photos, on ne voit qu'un petit point blanc qui se détache sur le noir du ciel. Alors qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Cette petite lumière blanche pourrait être la source du rayon. Sur les agrandissements de la tache blanche, on ne discerne absolument aucune structure. Il n'y a rien. N'y aurait-il pas une explication plus rationnelle à cette tache blanche? Le rapport de l'armée de l'air précise qu'à quelques kilomètres du lieu de l'incident se trouve la base aérienne de Skrydstrup. Or, ce soir-là, 6 chasseurs T-33 avaient justement décollé de cette base. C'est peut-être l'un d'eux qui l'a vu. 6 chasseurs T-33 de l'escadrille d'entraînement ont décollé à 10 minutes d'intervalle, entre 22h45 et 23h45. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse des phares d'atterrissage d'un T-33 en vol d'entraînement. Par définition, les phares d'atterrissage sont très puissants. En vol de nuit, il vous faut tout l'éclairage possible quand vous approchez d'un terrain militaire ou civil. Il est possible que l'appareil ait effectivement saisi la voiture de police dans son faisceau cette nuit-là. Il ne peut pas avoir vu les phares d'atterrissage, car il faisait face à l'arrière de l'appareil. Tout ce qu'il a pu voir venait du réacteur. Peut-être la post-combustion ou quelque chose comme ça. L'armée de l'air clôt le dossier au bout d'un mois en concluant que Maroup a simplement relevé une suite particulière de coïncidences. Le commandement opérationnel aérien considère que cet incident n'est pas en relation avec des ovnis, mais très probablement dû à la coïncidence de plusieurs incidents indépendants et simultanés. Aucune explication n'est jamais fournie à Evald Maroup quant à ce qu'il a vu cette nuit-là.
L'inspecteur Marup voulait simplement savoir ce qu'il en était, parce qu'il n'a jamais cru en l'existence de soucoupes volantes et autres ovnis. Marup meurt, convaincu qu'il est le seul à avoir vu cet étrange objet. Mais 39 ans plus tard, un opérateur radar rapporte une nouvelle information stupéfiante. Nis Krog, qui travaillait à la station radar non loin de là, a vu un signal bizarre sur son écran. C'était à la même heure et au même endroit que l'observation d'Ewald Marup. Il y avait quelque chose sur l'écran. Ça ne se déplaçait pas très vite. Le signal ne ressemblait à aucun type d'appareil connu. Il est vrai que parfois, vous pouvez avoir un signal sur quelques balayages de radar qui disparaît aussi vite. C'était probablement un simple vol d'oiseau qui a traversé le champ du radar. Le signal est resté un bon moment. Ce n'était pas un nuage ni un oiseau. Ça se comportait comme un objet compact. On en a parlé avec l'équipe de permanence. On a eu un message du chef qui nous a dit de ne pas en parler à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais je ne crois pas que c'était un avion normal. L'opérateur radar affirme qu'il voulait révéler l'incident, mais que sa hiérarchie l'a fait taire. Finalement, en 2009, Krog est informé que l'armée de l'air danoise a levé l'interdiction faite à ses membres d'évoquer l'incident en public. Mais la grande question demeure. Le signal radar a-t-il une explication ordinaire comme un vol d'oiseau ou un hélicoptère? Ou est-il inexplicable rationnellement? Je ne peux pas parler pour mes collègues, mais je crois qu'on savait tous qu'il y avait là quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Évora, Portugal, le 2 novembre 1959. Des objets inconnus et lumineux sont aperçus volant au-dessus de la ville, en plein jour. Des dizaines de témoins assistent à cet étrange spectacle. Mais la suite est encore plus étrange. Une mystérieuse substance blanche ressemblant à de la toile d'araignée tombe en pluie sur la ville pendant presque 4 heures. Personne ne sait ce que c'est, ni d'où ça vient. Seulement que ça coïncide avec l'apparition d'objets volants non identifiés. C'était très étrange. Ça ressemblait à de la toile d'araignée. À mon avis, les gens sous-estiment les pouvoirs de la nature. Il est fort possible que ce phénomène relève de la science, de la planétologie. Midi. Un jour ordinaire, jusqu'à ce que le docteur Joachim Amaral, directeur de l'école de la ville, ne reçoive une alerte. Il y a quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Le docteur Amaral travaille dans son bureau comme d'habitude. Quand tout à coup, quelqu'un l'appelle parce qu'il a vu un gros objet dans le ciel au-dessus de la ville. Il sort en courant et voit une forme bleuâtre. C'est la seule chose visible dans un ciel complètement dégagé. L'objet qu'ils aperçoivent est à une certaine distance et vole lentement. Amaral prend des notes. D'abord la direction, nord-est vers sud-ouest. Et l'altitude, elle est considérable. Et Amaral a voulu mieux voir la chose. Pour avoir une meilleure vue de l'objet, Amaral va chercher un télescope. Les professeurs l'installent dans la cour. Parmi eux, José Ignacio Brito, professeur de dessin. J'ai vu une boule lumineuse. L'objet lui-même n'avait pas de contour défini. Il miroitait. Rien de plus.
l'objet lumineux survole la ville avant de disparaître. C'est alors qu'ils aperçoivent un autre objet au-dessus d'eux. C'est là que l'affaire se corse. Il y a un deuxième objet. Ce deuxième objet a une manière étrange de voler. Il apparaît juste au-dessus de leur tête, traverse le ciel, et quand il est à peu près à 35 degrés par rapport à la ligne d'horizon, les témoins braquent leur télescope dans sa direction. L'objet mystérieux semble voler à haute altitude. Mais ils ont du mal à le voir clairement dans le télescope. Pendant qu'on le regardait, il changeait d'aspect. Il y avait des phases où il bougeait par à-coups. Quelqu'un a dit « Ne secouez pas le télescope ». Mais on a compris que c'était l'objet qui tressautait. Il faisait comme un saut et s'immobilisait. Je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Les élèves aussi. Ils ont remarqué que l'objet se composait d'une sphère au-dessus d'une forme circulaire. Mais cette forme ondulait, et ça, c'était étrange et surprenant. Le docteur Amaral est persuadé que ces objets inconnus sont des vaisseaux extraterrestres, et la rumeur se répand dans l'école. Cependant, Chris Yates, l'expert en aéronautique, pense qu'il y a une explication plus terre-à-terre, en rapport avec les avions militaires de la fin des années 50. Beaucoup de progrès ont été faits dans la période d'après-guerre concernant le domaine aéronautique, tant du côté civil que militaire. On développait des nouveaux chasseurs, des bombardiers à long rayon d'action, etc. Beaucoup de gens étaient habitués à voir les types d'appareils des années de guerre, mais pas forcément ceux des années 50, qui sont devenus opérationnels à partir des années 60. À supposer que ce que le docteur Amaral et les professeurs ont vu ne soit rien d'autre qu'un appareil militaire. Cette explication justifie-t-elle le comportement de l'objet? Un rapport établi en 1959 à la suite de l'incident indique que l'objet semble doté d'un mouvement ondulatoire, évoquant une méduse. La partie supérieure montre une sphère très lumineuse qui se détache du reste. Aujourd'hui, de nombreux experts pensent que ce que décrit Amaral est un ballon météorologique. Ces ballons étaient très répandus dans les années 50. On les utilisait en aéronautique civile et militaire pour mesurer la direction des vents et recueillir des données scientifiques. Il est certain que vu de loin au télescope, un ballon météo semble plus bizarre que vu de près. Et c'est vrai qu'il ondule en gagnant de l'altitude. Tout cela est cohérent. Donc, oui, il est fort possible qu'il s'agisse d'une chose aussi banale qu'un ballon météo. L'observation de l'OVNI Devora aurait pu être classée et mise au compte d'une série d'illusions d'optique à un détail près. Un détail extraordinaire. Une substance étrange ressemblant à de la toile d'araignée tombe du ciel et recouvre l'école ainsi que d'autres quartiers d'Evora et des alentours. Cette substance va rester un mystère et intriguer les chercheurs pendant plus d'un demi-siècle. Évora, Portugal, le 2 novembre 1959. On observe des objets mystérieux volant au-dessus de cette paisible bourgade provinciale. Le directeur de l'école les aperçoit dans son télescope. Mais ce que lui et d'autres témoins observent ensuite reste une énigme pour les savants. Après le passage de cet objet, une sorte de coton très léger s'est mis à tomber du ciel. Vers midi et demi, des filaments blancs tombés du ciel commencent à recouvrir l'école. Bien vite, on les surnomme cheveux d'ange, à cause de leur aspect délicat et féerique. Il y en avait partout ici.
Le patio était tout blanc. Les élèves sont sortis assister au spectacle. Ils voulaient voir les toiles d'araignée. Ils se sont même mis à jouer avec. À l'époque, Fatima Ernesto est une étudiante de 17 ans. On a entendu du remue-ménage. Le directeur est venu dans la classe et a dit aux plus grands de partir. Il y en avait qui avaient peur. Le directeur nous a tout de suite avertis de ne pas nous toucher la bouche, le nez ou les yeux avec les mains. Alors on lui a obéi. Les professeurs et les élèves de cette école ignorent qu'ils ne sont pas les seuls témoins du phénomène des cheveux d'ange. À 100 km de là, sur la base aérienne de Sintra, la même substance blanche tombe au même moment. Le général Tomás Conceição Silva a 25 ans à l'époque, et il se rappelle l'incident avec précision. Je suis arrivé ici ce matin du 2 novembre. Tous les autres pilotes étaient dispersés. On bavardait en attendant qu'on nous attribue nos avions respectifs. À un moment donné, on a levé les yeux vers le ciel. Et on a vu des petits filaments, comme de la toile d'araignée, qui tombaient du ciel. Quand on essayait de les attraper, ils se dissolvaient à cause de la chaleur. On ne comprenait pas ce que c'était. Le général Silva n'est pas le seul à être perplexe. On raconte que des dizaines de témoins ont vu les cheveux d'ange ce même jour. Toute la ville était recouverte de ces filaments blancs. Les gens se posaient un tas de questions. On les entendait en parler au café. Chacun avait son mot à dire sur ce qui s'était passé. La suite est encore plus extraordinaire. Pendant les 4 heures que dure la pluie de cheveux d'ange sur Évora, le docteur Amaral parvient à en prélever un échantillon dans le patio de l'école. Puis il va chez un de ses amis. Cet ami proche est une autorité locale en astronomie, l'amiral Conceição Silva. L'amiral est passionné de science. Encore aujourd'hui, son fils, également témoin de la pluie de cheveux d'ange à Sintra, se rappelle la surprise de l'amiral en découvrant ce curieux phénomène. Je me souviens de la surprise de mon père et du docteur Amaral. C'était quand même très bizarre. Personne ne savait ce que c'était, d'où venait cette cellule. Ils ont observé la substance au microscope et ils ont vu cette chose. Une petite cellule avec des bras. Mais pas 6 bras, pas même 8. 8 bras, ça aurait sans doute été une araignée. Et 6 bras, un insecte. Pour enquêter sur cette étrange créature, Amaral prend des clichés des cheveux d'ange. Voici le corps central. Les images montrent une chose dotée de tentacules. On distingue bien le corps central dans son ensemble et les tentacules. Mais ils ont une grosse surprise en essayant de les placer entre les lames du microscope. Voilà cette chose qui lève les bras, appelons ça des bras, et qui repousse la lamelle, comme le ferait une créature intelligente, ou même un insecte, pour ne pas être écrasé. Cette chose est vivante. C'est la première conclusion d'Amaral à ce moment-là. Que peut donc être cette chose vivante ? Pendant les mois qui suivent, Amaral continue d'étudier les cheveux d'ange dans l'espoir de trouver une réponse. Mais le mystère reste entier. Tomás Conceição Silva se rappelle leur frustration. C'était très étrange. Rien de connu sur Terre, rien de connu à ce jour. On ne pouvait pas du tout expliquer ce que c'était. Amaral décide d'apporter l'échantillon à l'université de Lisbonne pour faire examiner et identifier les cheveux d'ange. Mais même les plus grands savants portugais restent perplexes.
l'un des plus éminents savants de l'université avance une possibilité. On peut faire l'hypothèse que de telles créatures proviennent de l'espace extra-atmosphérique ou d'une planète voisine. Mais que disent les scientifiques d'aujourd'hui sur la nature de ces cheveux d'ange? Francisco Carapiso, expert en biologie cellulaire, pense que c'est peut-être l'un des milliards de micro-organismes marins qui vivent dans l'océan Atlantique. Parmi eux figurent les larves microscopiques des méduses. À la vue de ces photos, et en les rapprochant de ce que nous connaissons de certains organismes qui existent aujourd'hui, on remarque beaucoup de similitudes entre ceux qu'a décrits le docteur Amaral et la structure des jeunes méduses. À supposer que l'échantillon de cheveux d'ange soit vraiment un organisme marin, il reste la question, comment est-il arrivé là? Le météorologue Thomas Schaffernacker a étudié d'autres cas troublants où des créatures vivantes semblent tomber du ciel. Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé à Évora, mais à mon avis, les gens sous-estiment les pouvoirs de la nature. On imagine facilement des brindilles ou des feuilles tombant du ciel, mais quand ce sont des poissons ou des grenouilles qui tombent, ça reste incroyable. Il pense qu'il est tout à fait possible que des êtres vivants soient emportés dans les airs par une tornade. La tornade poursuit sa route et dépose ses animaux sur une ville ou un village. Ça doit être un spectacle fascinant. Raúl Berenguel est professeur à l'université Fernando Pessoa et ufologue. Il étudie cette affaire depuis 1978. Pour lui, l'explication est plutôt à rechercher dans les sciences de l'atmosphère. Nous avons une connaissance lacunaire de l'atmosphère terrestre, disons entre 14 et 100 km. On considère que l'espace commence à 100 km d'altitude. On n'a pas d'avions ou de ballons qui vont explorer cette région du globe. Berenguel pense que les cheveux d'ange existent depuis toujours dans la haute atmosphère et que ce sont des créatures microscopiques jusqu'ici inconnues des scientifiques. Les études les plus récentes montrent et confirment que des micro-organismes évoluent vraiment dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ils appartiennent très probablement au règne végétal et flottent à très haute altitude. Et pour certaines raisons, des raisons physiques, ils tendent parfois à retomber. À ce jour, Berenguel a découvert 9 rapports similaires de pluie de cheveux d'ange sur diverses régions du Portugal, remontant jusqu'à 1857. Ce qui s'est passé en 1959 est le premier compte-rendu détaillé pour ce pays. Des enseignants, des savants et un amiral ont tous été des témoins directs de cette pluie de cheveux d'ange. Comme un dernier rebondissement dans les événements d'Évora, en 1978, un incendie se déclare à l'université de Lisbonne et détruit l'échantillon de cheveux d'ange. Son contenu est perdu à tout jamais, empêchant ainsi les savants et les scientifiques de déterminer son origine. Nous avons demandé à un biologiste portugais très réputé s'il pourrait faire quelque chose si on retrouvait aujourd'hui l'échantillon probablement détérioré par le temps. Et ce dernier nous a dit oui. Malheureusement, cela n'arrivera pas. Tout ce qui reste, ce sont des photos, des dizaines de témoignages oculaires évoquant des ovnis qui auraient un jour survolé Évora, et le mystère non résolu de la pluie de cheveux d'ange.